Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore sur cette excellente chaîne sur YouTube. Vous êtes sur Web Info Télévision. Vous êtes les mieux informés. Nous sommes en train de vous informer qu'il est M23 a lancé les attaques pour reprendre la cité de Walikale. Donc, le Walikale centre, ce territoire le plus grand dans le nord Kivu. Nous allons devoir en parler avec notre invité de cet avant-midi, monsieur Sony, qui est donc un acteur de la société civile. Monsieur Gentil Sony, bienvenue. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Je l'ai dit au départ, c'est Gentil Sony Mouloumé, lui qui est un acteur de la société civile, lui qui réfléchit sur des questions et a trait à la sécurité et a trait également à tout ce qui se passe en dehors de notre province du Nord Kivu, mais également dans notre province. Monsieur Gentil, dites-nous, le M23 a lancé les offensifs pour reprendre Walikale, les centres. Dites-nous c'est quoi la raison? Eh bien, monsieur le journaliste, si les affrontements ont repris pour la conquête de la cité stratégique de Walikale, eh bien, c'est le résultat de l'échec des pourparlers de Doha, sous l'égide de l'émir qatarien, qui ont commencé depuis, je crois, 3 semaines au Qatar. Eh bien, nous avons suivi comme tout le monde, à travers des sources sûres, du retrait des émissaires de l'AFC 123 qui représentaient la rébellion au niveau de Doha. Et donc, les raisons de ce retrait sont liées au non-respect des exigences qui ont été émises par l'AFC 123 avant la tenue de ces pourparlers sous la médiation de l'émir qatarien. Selon vous, donc, les assises du Qatar ont avorté? Comme je l'avais bien dit avant, à travers mes publications, j'avais bien souligné qu'aucun miracle au stade actuel ne viendra du Qatar ou à Doha. Parce que connaissant bien le caractère inconstant du chef de l'État Tshisekedi, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce stade qui est vraiment initié jusque-là à ce conflit qui est en cours à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison que moi, je n'ai jamais cru qu'à ce stade aujourd'hui, il y aurait un miracle qui proviendrait de Doha, présenté comme le ciel. Parce que, si vous vous rappelez bien avant, le président Tshisekedi avait bien dit qu'il ne rencontrera que peut-être Kagame au ciel. Mais la fois passée, ils ont été là. Il y a des propos politiques dont vous ne pouvez pas quand même donner beaucoup de pouvoir, monsieur Gentil. Non, quand on est chef d'État, on ne joue pas avec les mots. Parce que tout ce que le président Tshisekedi dit, ce sont souvent des promesses irréalisables. Et donc, c'est de la démagogie qui parfois énerve. Et donc, pour nous, on croit que le chef de l'État n'est pas autorisé à tout dire. Alors, dites-nous, qui a claqué la porte? Est-ce que c'est les M23 ou le gouvernement congolais? C'est les M23, parce que la fois passée, nous avons suivi qu'il y a eu libération de 5 personnes. Sur les 700 personnes, sur la liste que les M23 AFC a remis au médiateur. Et donc, c'est pour cette raison que les M23 a claqué la porte, parce que les 5 personnes libérées ne sont pas considérées comme membres ou comme avoir été arrêtés pour la cause de l'AFC 123. Donc, ils ne sont pas reconnus par les M23? Ils ne sont pas reconnus, et ça a été dit même sur la RFI par des communicateurs avérés. Et donc, parmi les 5 personnes, il y a une dame, Georgette, qui est la belle-sœur à Corneille Nangaa. La belle-sœur à donc, épouse à son petit frère qui est député et qui était gouverneur d'ailleurs dans les Hauts-Lomami. Et la dame elle-même est députée nationale du Hauts-Lomami et également membre de l'Union sacrée. Et donc, la libération de ces personnes-là, qui étaient arrêtées abusivement sur base de leur peut-être affinité familiale avec
Corneille Nangaa. Et pour l'AFC M23, ces personnes-là n'ont pas été arrêtées pour la cause de l'AFC M23. Ah bon? Ouais. Alors, dites-nous, monsieur Gentil, selon nos sources locales, les affrontements sont vraiment rides près de Walikale et Centre. Et selon plusieurs personnes également, ce sont les Wazalendo qui sont en train de se battre avec le mouvement du M23. Comment analysez-vous ces faits d'abord sur place? Ça, c'est depuis cet hier 22 avril 2025. C'est sûr que les affrontements ont repris, mais ce ne sont pas seulement les Wazalendo qui se battent pour empêcher l'AFC M23 à conquérir Walikale. Il y a aussi les FARDC, parce que tout le monde a vu le déploiement qui a été fait par les pouvoirs de Kinshasa, des FARDC. Et donc, c'est en grande partie les FARDC qui se battent au niveau de Walikale. Ils sont soutenus maintenant par les Wazalendo. Et c'est... Comme je l'ai dit avant, c'est le résultat de cet échec pour la première phase des pourparlers de Doha qui sont à la base, de cette reprise des affrontements au niveau de Walikale, parce que dès lors qu'il y a échec pour cette première phase, le M23 prévoyait, parce que le M23 AFC a libéré Walikale parce que c'était parmi les exigences pour la tenue de ce pourparlers. C'était l'une des exigences du gouvernement congolais. Et l'AFC s'est retiré sans affrontement dans le Walikale. Et l'AFC également a exigé que toute personne ayant été arrêtée pour son appartenance à l'AFC ou pour sa morphologie ou pour des soupçons d'appartenir ou de collaborer avec l'AFC devrait être libéré avant que ces assises soient tenues. Alors, que représente ou bien que symbolise la cité, le chef-lieu du territoire de Walikale pour le M23? Vous savez bien que stratégiquement, le territoire de Walikale, dont la cité, donc Walikale Centre, est l'une des plus stratégiques du fait que c'est la capitale des institutions administratives de tous ces territoires. Walikale est un territoire minier. C'est un scandale géologique d'ailleurs qui Walikale héberge d'ailleurs la société Alphamine, qui est l'une des plus grandes au monde qui produisent l'étain. C'est une société américaine, je sais. C'est une société dont les États-Unis font partie des actionnaires. Il y a aussi l'Afrique du Sud dedans. Donc il y a plusieurs intervenants, des grandes puissances dans cette société qui exploite l'étain. D'ailleurs, la première production mondiale qui s'est faite à Walikale. Et donc Walikale est une zone très stratégique pour même les pouvoirs de Kinshasa, parce que la redevance minière que paye Alphamine fait entrer beaucoup d'argent dans les trésors publics. Également, c'est une zone aussi qui a un sol très riche, qui produit aussi sur le plan agricole. Et donc, c'est un territoire vraiment très important pour la province du Nord Kivu et pour tous les pays. Alors, dites-nous, monsieur Gentil, et si seulement si le M23 arrivait encore une fois à répondre Walikale Centre, alors que c'est les États-Unis d'Amérique qui auraient demandé au M23 de se retirer, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura vraiment d'autres sanctions qui vont tomber sur le M23 et ça va encore accentuer la situation chaotique du peuple congolais? À mon niveau, moi, je pense que les sanctions ne sont pas en train de résoudre les problèmes. Parce qu'il y en a eu autant contre le Rwanda, contre le M23, contre ses animateurs, mais ça n'a pas changé vraiment la donne sur le terrain. Et donc aujourd'hui, dire que si Walikale est tombé encore dans les mains de M23, parce que nous avons suivi quelques Wazalendo, les chefs des armées qui sont en opération là-bas, qui rassurent que Walikale ne peut pas tomber. Ne tombera jamais. Ne tombera jamais. Donc moi je pense que si Walikale a tombé hier, je pense qu'il peut encore tomber. Et si Goma, qui était en tout cas
bien sécurisé par beaucoup de forces. L'épicentre de toutes les forces de la République est tombé, et Bukavu également, dont l'aéroport de Kavumu, qui était la base arrière pour les fronts ici au Nord Kivu. Je pense que dire que Walikale ne peut plus encore tomber, c'est une utopie, c'est une illusion qu'on vend à la population. Donc, mais peut-être les FARDC ont développé d'autres stratégies pour contraindre les M23 d'y arriver. Il n'y a pas vraiment de stratégie qui dépasse celle qui était en marche ici à Goma et au niveau de Rutshuru, Masisi et au sud Kivu. Donc, ce sont des illusions qu'on vend à la population. Et pour moi, je pense que à ce stade où nous sommes, il faut vraiment qu'il y ait une forte pression de tous les côtés. Que ce soit du côté du gouvernement, il faut vraiment que la communauté internationale fasse une grande pression parce que nous, en tant que peuple congolais, nous savons la posture de l'actuel président de la République. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les conventions, des accords, des convenances. Et donc, il faut vraiment une grande pression. Il faut aussi une pression à toutes les parties pour que nous retrouvons la paix une fois pour toutes. Mais c'est gentil parce que vous parlez de la communauté internationale. Quel rôle la communauté internationale joue dans cette crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, surtout dans les cas d'espèce? Bon, moi, en tant qu'acteur de la société civile, en tant qu'aussi activiste, je ne peux pas m'atteler sur les rôles que joue la communauté internationale parce que moi, à mon niveau, je sais que le problème est interne. C'est un problème congolais qui date de plus de 30 ans. C'est un problème congolais, mais on met dedans quand même parti en conflit les Rwandais. Parce que le président rwandais est dedans également. C'est un problème congolais, mais qui affecte aussi toute la région des Grands Lacs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de l'époque coloniale. Et on ne peut pas encore revenir à ça parce que le problème est vraiment profond. Donc ce n'est plus congolais. Le problème n'est plus congolais parce qu'il aurait des troupes rwandaises sur les sols congolais. Hein. C'est d'abord congolais, les troupes rwandaises sur le sol congolais. Moi, je n'en sais rien. Ce sont les Nations Unies qui ont publié ces rapports. Mais moi, je sais que le mouvement AFC M23 est congolais et je ne peux que me limiter par là parce que le chef de l'État lui-même les avait invités à Kinshasa. Il ne pouvait pas inviter des Rwandais, sachant que ils provenaient d'un pays voisin. Et donc, moi, je me limite par là, sachant que ce sont des Congolais et le problème doit d'abord être réglé par nous, par notre bonne foi, avant que la communauté internationale ne puisse nous assister. Mais s'il n'y a pas vraiment la bonne foi au niveau national, au niveau interne, parce qu'au-delà du conflit armé, il y a aussi un problème interne qui est politique, hein, entre les acteurs politiques, entre les classes politiques, les opposants, les pouvoirs en place. Il y a encore un conflit interne qui doit être réglé pour, une fois pour toutes, finir ce conflit, parce que c'est lié. La politique et la rébellion, il y a toujours nécessité que tout soit réglé pour que ça cesse une fois pour toutes. Parce que vous parlez de l'invitation du président de la République, vous dites que le président de la République aurait invité les M23 à Kinshasa, mais lui n'a jamais accepté cela, qu'il aurait invité ces gens d'une manière personnelle. Hein? Qu'en pensez-vous? C'est pas vrai. C'est lui qui les aurait invités, parce que on connaît le président de la République Tshisekedi. Il se dédie comme il respire. Donc, il ne tourne, il se dédie comme une femme qui tourne au lit. Et donc, pour non, c'est le président de la République. Il faut quand même lui respecter. C'est lui notre président de la République. On le respecte sûrement, mais le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se dédie chaque jour, à chaque minute. Donc, pourquoi il a dit, cela? On l'a suivi dans un discours, bon, dans une intervention au Top Congo FM, où il a dit les M23 avaient été invités à Kinshasa par moi, et peut-être non par le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gilbert Kankonde, peut-être sans que je ne sois au courant. Et donc, quand vous analysez ça, vous trouvez que c'est quelqu'un qui n'est pas stable et il se dédie à chaque fois. Et donc, moi, je pense en tant que chef de l'État, l'M23 ne pouvait jamais être à Kinshasa sans que le président ne soit au courant. Et donc, c'est lui qui les a invités il y a 14 mois. Ils ont été hébergés à l'hôtel, ils ont mangé, ils ont été dans les loisirs. Et c'était sur les fonds du Trésor public. Et donc, c'était à charge du Trésor public. Et donc, le chef de l'État était au courant.
Et lorsqu'ils ne se sont pas entendus, parce qu'ils ont été des alliés de longue date, ils ne se sont pas entendus, et c'est comme ça que les affrontements auraient pris à partir de Runyoni et Tchanzu jusqu'à ce que Bunagana soit tombé. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui on va nous dire que le président n'en sait rien. Alors, quelles sont les conséquences directes si les M23 arriveraient à reprendre la cité de Walika, les centres? La conséquence directe, ça serait aussi leur avancée pour conquérir Kisangani. Ah bon? Et conquérir également aussi Maniema. Et donc, ce n'est pas le seul front, parce que vous savez qu'il y a aussi le front sud. Et probablement, ils vont prolonger, ils vont avancer jusqu'à conquérir aussi Uvira. Et donc, pour nous, c'est une inquiétude parce que nous trouvons que le chef de l'État se soucie moins du peuple. Il se soucie moins de la souffrance. Pourquoi vous dites ça, monsieur Gentil? Il fait quand même les efforts pour mettre fin à cette guerre dans l'Est de la RDC, Gentil. Il faut reconnaître cela. Il n'y a pas vraiment d'efforts significatifs. Il n'y en a pas, parce qu'on a analysé depuis 6 ans, le chef de l'État se soucie moins de la souffrance de la population. Sinon, cette guerre aurait déjà pris fin. Mais le chef de l'État a choisi la guerre parce que ça lui a servi politiquement pour redevenir président de la République. Peut-être pour protéger l'intégrité territoriale, parce que plusieurs sources disent que l'agenda du M23 n'est pas également facile. Non, ce sont des alibis qu'on nous avance pour essayer de manipuler la population. Mais cette crise a une solution. C'est quoi la solution? Ce n'est pas vraiment la magie. Cette crise dira 30 ans. Et aujourd'hui, nous, en tant que population, on souhaiterait que ce soit la toute dernière guerre ici à l'est de la République. Parce qu'il y a vraiment moyen qu'on trouve une solution à ces conflits en résolvant les causes de cette guerre. Et les causes sont bien connues par le président de la République. C'est quoi les causes profondes? Parmi les causes, vous êtes chercheur, monsieur Gentil. J'ai rappelé également que vous êtes enseignant d'université. Également. Dites-nous, c'est quoi les causes profondes? Parmi les causes de ces conflits ici, et il faut que les réfugiés congolais, ici de la communauté Tutsi, Banyamulenge et autres, reviennent au pays calmement et qu'ils soient sécurisés et qu'ils vivent en toute quiétude ici au Congo, qu'ils reprennent tout ce qui leur appartenait. Et parmi leurs biens, il y a des champs, il y a des parcelles, à Massissi et ailleurs. Peut-être qu'ils sont occupés aujourd'hui par des personnes qui ne sont pas propriétaires. C'est l'un des conflits. Et l'autre conflit, c'est qu'il y a une sorte de chasse à l'homme à certaines communautés, à certaines ethnies au pays, dont la communauté Tutsi, qui est... Où ça se passe, cette chasse à l'homme? Ça se passe ici à l'Est. On en a vécu quelques cas. Il y a des lynchages, des attaques physiques contre même des policiers qui appartiennent à la communauté Tutsi, qu'on a lynchés et brûlés vifs. Et certains ont été mangés par des voyous. Et donc, c'est l'un des conflits, c'est l'une des causes, c'est l'une des causes du conflit. Et aussi, il y a les discours de haine que nous vivons au quotidien à l'Est de la République, de la part des gens de l'Ouest du pays, qui nous considèrent tous comme des Rwandais, qui nous attaquent, tout celui qui essaie de critiquer le pouvoir, qui aujourd'hui, sa gestion vraiment ne répond pas à l'unanimité. On vous considère comme un Rwandais. Donc nous tous de l'Est, aujourd'hui, nous sommes victimes de ce discours de haine qui expose nos vies d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui même, certains ont du mal à renouveler leur passeport, parce que seulement ils sont de Goma, ils sont de Bukavu, ils sont de l'Est. Vous parlez des Kinois quand vous parlez de la population d'Ouest? Je parle des Kinois, bien sûr, et je parle aussi des gens de Kasaï, qui sont plus virulents. Mais moi j'étais à Kinshasa, on ne m'a pas appelé Rwandais, monsieur Gentil. Hein? Ce n'est pas vraiment les accusations gratuites. On ne peut pas traiter tout le monde, mais on a eu des cas. Ce n'est pas des choses qu'il faut tolérer dans un état de droit, dans une république responsable. Quand on attaque des gens, on les fouette, on les tabasse. Avez-vous des preuves de gens qui ont été attaqués par leur morphologie? J'ai déjà plus documenté. J'ai vraiment beaucoup plus documenté sur ça. J'ai même fait un communiqué, une déclaration sur ça, avec des cas palpables. Et après... J'ai vu votre déclaration que vous avez faite
juste là au rond-point Tchoukoudou, d'ailleurs qui a fait à ce qu'on puisse vous appeler Rwandais aussi, monsieur Gentil. Hein? Exactement, nous sommes Mais tous on a dit victimes. que vous êtes manipulé par la M23, le fait de faire ces Pas communiqués. du Qu'en tout. pensez-vous? Pas du tout. Je n'ai pas encore été du M23 pour qu'on me traite comme ça. Moi, je ne fais que défendre la cause qui est noble. Qui a fait ces communiqués, c'est vous-même? C'est moi-même qui ai fait le communiqué et j'ai déclaré. Et après ma déclaration, vous avez suivi, 2 jours après, le communiqué de la Cinco. Donc c'est un fait sérieux, c'est un fait réel. Et même la Cinco détient même des cas. Et on avait convoqué le président de la Cinco au ministère de l'Intérieur. Mais on ne l'a jamais arrêté, on ne l'a jamais inquiété parce qu'il y a des preuves en appui. Et il y a plusieurs même prisonniers qui sont détenus. La prison Makala et Ndolo, seulement à cause de leur faciès, à cause de leur morphologie, parce qu'on les considère comme des Rwandais. Et donc, cette situation doit s'arrêter pour que ce conflit ne puisse plus un jour, plus jamais revenir à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une des raisons de la résurgence bien évidemment, du M23. Exactement, c'est l'une des raisons. Surtout, ça s'est amplifié depuis que le chef de l'État, Tshisekedi, est au pouvoir. Et lorsqu'il a instauré l'état de siège au nord Kivu à Ituri, ça s'est davantage encore amplifié. Et nous avons même peut-être imaginé que l'état de siège a été décrété ici pour mettre à mal aussi la cohésion sociale entre les communautés. À ce stade-là où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut pour que, ou bien qu'est-ce que le M23 veut pour qu'il se retire définitivement du sol congolais? Il faut vraiment qu'il y ait des pourparlers sérieux entre le gouvernement congolais et le M23 pour qu'on arrive... Comme c'est ce qui se passe à Doha. Exactement, mais que les exigences de toutes les parties soient des exigences aussi qui sont faisables, soient respectées entre les parties. Par exemple, le M23 qui demande qu'on libère tous les prisonniers qui ont été détenus sur base de leur affinité avec l'AFC ou sur base de leur appartenance à l'AFC, qui soient libérés. Le gouvernement congolais a exigé que Walikale soit libéré par le M23. Le M23 l'a fait, mais le gouvernement congolais n'a pas honoré à cette exigence-là. Et ça risque d'être une déception à toute personne qui veut aider le Congo à trouver la paix, comme l'émir qatarien qui se bat, qui se sacrifie pour que la paix revienne ici à l'est de la République. Et peut-être cette posture-là arrivera à le décevoir, comme le président angolais a été aussi déçu et s'est déporté de cette tâche de médiateur. Et donc, on ne veut pas que cela arrive. Il faut que vraiment qu'il y ait une pression de la part aussi du gouvernement congolais pour qu'il arrive à respecter quelques exigences pour créer un terrain favorable au dialogue. Avez-vous une idée sur les cahiers de charges du M23 pour que nos téléspectateurs puissent quand même comprendre pourquoi le M23 s'est soulevé? Non, je n'ai pas une idée sur les cahiers de charges, mais j'ai une idée que j'ai même exposée ici. C'est par rapport aux causes, aux causes profondes de la résilience du M23 ici au Nord Kivu. Plusieurs personnes disent, peut-être ce sont des rumeurs, que le M23 réclamerait, je les mets au conditionnel, qu'on lui donne une partie dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi d'intégrer le gouvernement et l'armée congolaise. Non, pas tout à fait. Sur ce qui concerne le contrôle d'une partie du territoire congolais, en tout cas, ça n'a jamais existé parmi leurs revendications. Et ça, je suis sûr, parce que je sais bien que c'est un alibi balancé par les acteurs politiques pour essayer d'endoctriner les Congolais afin qu'ils soient très hostiles au M23 et au Rwanda, pendant que la balkanisation n'a jamais été dans leur projet. C'est un projet peut-être soutenu par l'Europe, surtout la Belgique, qui en a tenté depuis l'époque coloniale, avec l'histoire de la sécession katangaise, avec Tchombe. C'est la Belgique qui a toujours financé cette histoire-là de balkanisation pour partitionner le Congo, afin d'avoir une certaine influence sur une partie qu'elle va exploiter au détriment d'autres puissances mondiales. Et donc c'est un projet, moi personnellement, à travers mes recherches, je sais que c'est un projet de la Belgique qui sème les chaos dans la région des Grands Lacs afin de continuer
à avoir une mainmise sur nos richesses, sur nos ressources de la région. Vous en avez des preuves, monsieur Gentil? Cela ne demande pas de preuves. Des preuves datent de l'époque coloniale et juste après l'indépendance. Vous avez vu comment le Katanga, on a déclaré d'ailleurs la République katangaise. Tout ça, c'était financé par la Belgique. Tout ça a été concocté par la Belgique. Et donc, la balkanisation, c'est un plat belge, c'est un plat de l'Union européenne qui est plus animé, d'ailleurs dont le siège se trouve en Belgique, qui essaye de nourrir cette crise pour que la région, qu'il y ait un embrasement dans la région, et qu'il y ait une frustration d'une couche de la population qui va réclamer qu'il y ait balkanisation, qu'il y ait une souveraineté une fois pour toutes. Parce que la population arrivera à être fatiguée avec cette crise et une frange demandera qu'il y ait une souveraineté d'une partie. Et donc c'est ce que nous devons éviter à travers ces guerres. Parce que l'objectif, certes que l'objectif n'est pas ça, ce n'est pas ça pour le 23, mais demain, quand la population sera fatiguée, peut-être elle réclamera la souveraineté pour qu'elle se débarrasse une fois pour toutes de ces désordres que nous vivons depuis 30 ans. Voilà, ce désordre, selon vous, monsieur Gentil, dites-nous si le M23 arriverait à prendre Walikale centre, il avance jusqu'à Kisangani. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a comme risque? Le grand risque, c'est que à ce stade-là, si l'M23 arriverait, prendrait bien évidemment Kisangani. À ce stade-là, l'M23 visera Kinshasa parce que... Il n'aura plus la chance de discussion, selon vous? Il n'y aura pas vraiment un grand pourcentage de chances pour le dialogue. Si une fois Kisangani tombait, Maniema tombait, Uvira tombait, Kalemi, ça va ouvrir une voie pour le Katanga et une voie pour Kinshasa. Et ça va même peut-être être à la base, à la source de quelques mutineries au niveau de la capitale. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et donc, pour le président Tshisekedi, qui pense que pour ses intérêts égoïstes, et ses intérêts-là, c'est ce pouvoir. C'est ce pouvoir qu'il veut conserver à tout prix, sans penser à la souffrance de la population. Lui, il pense que le Nord Kivu, le Sud Kivu, sur toute l'étendue de la République, ne représente rien. Et donc, c'est pour ça que lui continue à penser qu'il peut encore résister face à l'avancée du M23. En ayant aussi l'espoir aux mercenaires américains, à travers les contrats qu'il veut... Les contrats miniers. Les contrats miniers qu'il veut avoir avec des entreprises privées américaines, pour qu'elles aussi, à leur niveau, lui envoient des mercenaires américains, parce que ces mercenaires pourront vaincre la rébellion. Et nous, à notre niveau, nous pensons que... Pensez-vous que ces mercenaires pouvaient quand même vaincre la rébellion du M23? Ces mercenaires n'engageront pas les États-Unis. Donc, ils seront que dans leur deal privé, comme a été le cas pour les Roumains, qui ont été défaits ici par les M23. Et donc, mais ils seraient peut-être les militaires américains. Si la force américaine descendrait ici, pensez-vous que les M23 peut en faire face? Les États-Unis ne présagent pas ça. Et donc, si, du moins, ces contrats aboutissent, et donc ces mercenaires n'engageront pas le gouvernement américain. Les États-Unis ne prévoient pas enflammer la situation ou mettre de l'huile sur la situation. Les États-Unis veulent qu'il y ait une solution pacifique à ce conflit. Et les États-Unis ne peuvent pas prévoir et envoyer ses forces pour combattre militairement les M23. Et donc, le président Tshisekedi doit voir de loin. Et s'il veut protéger son pouvoir pour les 2 ans ou 3 ans restants, il doit vraiment voir de loin et accepter de dialoguer parce qu'on ne peut jamais obtenir la paix, sans payer un prix. La paix coûte cher. Et si on pense vraiment qu'on l'obtiendra comme ça par force, en imposant les armes, nulle part au monde les armes ont résolu un conflit et trouvé une solution ou une paix durable. Alors, dites-nous, messieurs Gentil, c'est quoi la grande raison? Parce que plusieurs personnes se posent la question, pourquoi à chaque fois que le M23 lance les offensives, pour lui c'est avancé seulement et il n'est pas vraiment arrêté par nos forces? Dites-nous pourquoi.
C'est ça. On ne veut pas voir les problèmes en face. Notre armée, Si on peut dire que notre armée n'est pas forte. notre alors armée que n'est pas vraiment... nous sommes une des meilleures armées de l'Afrique. Certainement, parmi les 10 premières. Ouais. Mais ça peut être théorique, quelque part, parce que si on se fiait uniquement à ce que, aux bravoures de notre armée sur le terrain, on peut dire que même ce classement avait été biaisé. Mais certes, nous, en tant que Congolais, nous savons que notre armée n'est pas aussi si faible. Mais cette armée n'a pas été préparée pour cette guerre. Comment ça? Elle n'a pas été préparée pour mener cette guerre. Et le président Tshisekedi a précipité cette guerre qui devrait être arrêtée avant le temps. Et donc, on ne mène pas une guerre qui n'a pas été préparée. Et ces problèmes actuels ne méritent pas d'ailleurs les combats frontaux pour perdre autant de militaires, perdre autant de civils, perdre autant de territoires qui sont occupés aujourd'hui par l'AFC M23. Ça ne valait pas la peine. Et donc, c'est une guerre parfois d'abord, d'ailleurs, qui n'a pas sa raison d'être. Et peut-être c'est pourquoi nos FARDC échouent cette guerre. Parce que vous avez vu le comportement d'ailleurs de nos militaires, des Ouazalendo. Quand une armée se comporte de cette manière, en violant les droits de l'homme, en brûlant des villages partout, à Calais, on a brûlé nos villages, on a brûlé nos maisons avant de s'en aller. Qui ont brûlé? Les Ouazalendo et les forces nouvellement recrues. Vous avez des preuves? Oui, il y en a des preuves tangibles. C'est notre territoire, il y en a des preuves. On a brûlé beaucoup de maisons, beaucoup de villages ont été brûlés avant que ces forces ne se retirent. Donc ce sont des nouvelles recrues qu'on appelait guépards, on ne sait pas quoi, qui ont été recrutés récemment par le président de la République. Et ils sont partis combattre également? Ils ont fui jusqu'à arriver à Ouvira. Et ils ont brûlé à leur passage, ils ont volé, ils ont commis des dégâts, ils ont violé. Et avec ce genre de comportement, c'est une armée qui ne peut jamais gagner la guerre. Parce qu'on ne peut pas gagner la guerre et en laissant des innocents sur ses mains. Ça ne peut pas se faire. Parce qu'on a toujours dit qu'il y a les dieux des armées. Et les dieux des armées qui existent ne peuvent jamais accepter qu'une telle armée qui a 10 ans, des jeunes qui ont 10 ans sur leurs mains, nouvellement recrutés, puissent gagner la guerre. Peut-être c'est pour ça. Il faut vraiment qu'il y ait aussi une délivrance pour que au moins notre armée se comporte mieux sur les fronts. Alors, Monsieur Gentil, parce que vous avez parlé, c'est vous qui nous avez d'ailleurs informé que le M23 a claqué la porte. Quelles sont encore les chances pour que cette médiation reprenne? Parce que si déjà le M23 a lancé les offensives sur Walikale, et donc il y a déjà une incompréhension entre le gouvernement congolais et ces mouvements rebelles. Exactement, pour que la médiation reprenne, il faut que le gouvernement congolais soit proactif. Parce qu'il faut comprendre que la médiation ou le pourparlers, le gouvernement congolais porte la plus grande responsabilité pour son aboutissement. Et donc, il faut que le gouvernement congolais soit proactif et relancer le plus tôt possible les pourparlers et ne pas se lancer dans la guerre qui a échoué depuis longtemps. Et donc, nous pensons bien que la médiation peut reprendre si le gouvernement congolais répond à quelques exigences de la partie AFC M23. L'AFC qui a déjà répondu à la première exigence de libérer Walikale, je pense que l'AFC M23 pourra peut-être graduellement être en train de décrisper la situation, peut-être en libérant d'autres zones, sur base de l'évolution des pourparlers. Mais donc, dire qu'il y aura pourparlers sur base du retrait d'un M23 dans les zones occupées, c'est utopique. C'est utopique et nous devons déjà mettre de côté ça parce que si le M23 s'est retiré dans les zones occupées aujourd'hui, à quoi servira maintenant les pourparlers? Pour quelle fin on ira dialoguer avec l'AFC M23? Il n'y aura plus une raison. Et donc, il faut qu'on comprenne ça. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une invention. C'est vraiment même scientifique, c'est vraiment de la science. On ne peut pas aller négocier sans qu'il y ait quelque chose en gage, sans qu'il y ait quelque chose qui mette pression à l'autre partie. Dire que le M23 peut libérer les territoires occupés,
pour aller au dialogue, c'est une tromperie. C'est vraiment nous vendre du vent et ce n'est pas possible. Même nous, en tant que population, on comprend que c'est ça, c'est peut-être du théâtre. Et donc, pour que la médiation reprenne, pour que les pourparlers reprennent, il faut que le gouvernement congolais réponde à certaines exigences parce que le gouvernement ne peut rien perdre. D'après tout, on ne va pas céder un territoire parce que ça serait ça, la perte pour la République. Alors, mais libérer les gens, à quoi on perd quoi? Si on libère les gens, parfois nombreux ont été libérés, arrêtés arbitrairement sur base de leurs opinions. Et donc, qu'est-ce que la République perd si on libère des personnes, des Congolais d'ailleurs, pour qu'on aboutisse à une paix? Je pense qu'il y a vraiment une très grande responsabilité de l'État congolais pour que les pourparlers reprennent. Voilà, monsieur Gentil, on a vraiment beaucoup à dire, en tout cas, parce que des téléspectateurs avaient vraiment beaucoup écouté de vous, monsieur Gentil. J'aimerais finir, même si je n'ai pas fini, parce que l'État nous file au dos. Je suis en train de mettre fin à cette émission, Gentil, si vous le permettez. Un mot pour la conclusion. Un mot pour la conclusion, c'est d'appeler la population congolaise et la jeunesse en particulier de prendre conscience parce que la manipulation politicienne a dépassé les limites dans notre pays. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle patriote parce qu'il s'est aligné du côté du gouvernement. Tout le monde s'appelle patriote parce qu'il est devenu chantre de certains ministres ou de certains animateurs ou du régime en place. Et donc, ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est aussi le fait de dire la vérité. Le fait d'éclairer la population. Parce que la population est prise comme un mouton par nos dirigeants qui nous manipulent comme ils veulent. Et aujourd'hui, si on n'est pas parvenu à une paix jusqu'à ce jour, c'est parce que la population a été emballée dans ces jeux-là des politiciens. On nous a vendu la rwandophobie comme patriotisme, le fait de haïr les rwandophones, le fait de haïr les Rwandais et les Rwandais. Et on nous a montré que c'est ça le patriotisme congolais. Et moi, je vais appeler à la prise de conscience de tout le monde pour que cela ne soit pas vraiment le signe du patriotisme pour les Congolais parce que c'est une haine qui détruit davantage notre société et qui nous amène dans une situation conflictuelle à perpétuité. Et donc, moi, j'appelle tout le monde à mettre de l'eau dans son vin et à cultiver la paix et la culture du vivre ensemble. Merci Gentil d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci monsieur le journaliste, c'était un plaisir. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. C'était un plaisir pour vous et pour nous d'avoir terminé cette émission ensemble. Nous avez suivi. Nous vous disons très grand merci. Je vous fixe un nouveau rendez-vous à très prochainement. Au revoir.